Je m'appelle Annette Lajon, j'étais une enfant au moment de la guerre, j'étais toute jeune, j'avais entre 10 ans et demi et 12 ans, et j'ai des souvenirs de cette résistance à laquelle j'ai participé et qui a forgé et ma vie et mon caractère et tout ce qui s'est passé par la suite. Et j'en rappelle le souvenir à tous ceux qui aiment connaître l'histoire de façon directe. Alors, ici, nous nous étions organisés, puisqu'on était quatre, papa, maman, Georges, donc, le résistant, et moi. Il ne faut pas confondre, parce qu'il y a George, le Canadien, et Georges, le résistant. Oui. Bon. Qui a échappé au STO, celui-là. Ah oui, il est resté chez nous, et il a fêté la libération avec nous dans cette maison. Et donc, une nuit, c'était papa et Georges qui allaient mettre les éclateurs de feu, et une nuit, c'était maman et moi. D'accord. Et donc, on sortait naturellement par la porte arrière. On n'avait pas passé devant, évidemment. Et on s'égayait par les petits sentiers et on posait les éclateurs de pneus dans les ornières. Vous savez, à cette époque, les routes n'étaient ni goudronnées, ni même à peine empierrées. C'était des pistes. Et donc, dans un trou, on mettait l'éclateur de pneus, mais ceux qui n'avaient pas éclaté pendant la nuit, il fallait aller les récupérer au petit jour pour que ce ne soient pas les Français qui sautent dessus. Ah, oui. Ben oui, et oui. Les Français avaient interdiction de sortir la nuit, donc ça pouvait être que les Allemands. Et après, ben, il fallait les récupérer. Et donc, on avait, je me trouve à voir encore des éclateurs de pneus qui ont survécu à cette époque-là. C'était gros comme des boîtes à cirage. Alors, à l'intérieur, vous aviez du plastique. Et ici, au milieu, ça faisait détonateur. Et donc, nous avons eu l'aventure, maman et moi, on a pris cette route-là, après, c'est bien dissimulé. Et puis, on entend un convoi qui arrive sur cette route-là. Donc, vite, vite, on prend un éclateur de pneus, on en avait plusieurs dans nos poches, on la met dans un trou, on recouvre avec de la poussière et avec une bouse de vache séchée, c'était formidable. Un véritable plateau. Et puis, on aperçoit un petit sentier, là, on se dit, on prend le petit sentier, on s'éloigne, ils arrivent, ils vont sauter dessus. Mais le petit sentier, on ne s'était pas rendu compte qu'il arrivait en fait dans un cul-de-sac. Et ben, on s'est retrouvé dans un petit truc comme ça, complètement pris entre des haies énormes, etc. Et le convoi qui passait en dessous. Alors je me souviens, maman et moi en particulier, parce que je ne sais pas ce que faisait maman, mais on s'est aplati contre la haie. J'aurais voulu rentrer dans la haie. Et on entendait le convoi qui passait, et ça ne sautait pas. On n'entend plus rien, tout le monde a l'air passé, et ça n'a pas sauté. Moi, personnellement, j'étais quand même contente. On descend, on récupère l'éclateur de pneus. Il n'avait pas sauté parce que, au lieu de passer juste sur le centre, ici, où ça fait détonateur, il était passé sur le bord. L'éclateur de pneus était aplati d'un côté et il n'avait pas sauté. Ben, je crois que ce jour-là aussi, je ne devais pas mourir. Ben voilà. Parce que si nous avions vu toutes les deux le long de la haie, avec les éclateurs de pneus en réserve, à 2 h du matin, oui, moi, je pense que notre compte aurait été bon. Oh là là, oui. Ouais, parce Ça que... forme tout être humain, je pense. C'est une expérience... comment dire, où on apprend très vite. Alors, le sens des responsabilités, ça, je peux dire que si c'est quelque chose qui a été fondamental pour moi, c'était par exemple savoir se taire, savoir qu'on tient la vie de gens entre ses mains, que ces gens vous ont remis leur vie parce qu'ils avaient confiance en vous, comme vous leur remettez la vôtre. Et donc, c'est presque frère du sang. C'est alors un sens de la responsabilité énorme qui ne vous quitte jamais. À 11 ans et demi, à 12 ans, quand je jouais avec mes copines, le moindre mot, la moindre chose pouvait déclencher une chaîne inimaginable. Bien sûr. Donc, et ça, vous le vivez minute par minute, journée par journée. Ça vous apprend aussi
à aller, bon, au-delà de la peur, à s'engager, quand on s'engage totalement jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est à la fois la profondeur et la durée. Et ça vous forge un caractère. Hein. Pour moi, la liberté de choix, défendre l'autre, défendre celui qui est opprimé alors qu'il n'y a aucune raison, contre toute justice, refuser la loi du plus fort. Bon, tout ça, ça a été inscrit au plus profond de moi. Voilà. Faire sauter toute la dynamitière de Saint-Clair-de-Valouse. Alors ça, on n'y a pas participé directement, mais on en a entendu parler parce que ils avaient un besoin absolu. Nous-mêmes, on était sans armes, donc il n'y a pas eu de parachutage. Et même quand il y a eu des parachutages, on en a toujours manqué. Il nous manquait du plastique, il nous manquait des armes, il nous manquait tout. Et donc il fauchait régulièrement un petit peu de plastique parce qu'ils avaient des Espagnols qui travaillaient dans la mine depuis très longtemps et qui ont rejoint d'ailleurs les FTP. Et ils n'ont plus formé qu'un seul groupe, alors avec branche propagande et branche armée, et avec les Moy qui les ont rejoints dans la branche armée à partir du moment où Hitler est rentré en Russie. Les FTP eux-mêmes se sont recomposés dans ces deux branches-là et rejoints par les Moy. Donc ils ont été très actifs, ils ont mis, parce qu'il fallait détruire aussi tout ce qui pouvait nourrir les soldats allemands, etc. Donc ils ont mis le feu à du foin, ils ont fait sauter des véhicules, ils ont essayé de faire sauter des trains 2 fois d'ailleurs, ils ont échoué parce que ne réussissaient pas toujours, mais ils ont vraiment essayé d'être très actifs et ils travaillaient en particulier aussi avec un groupe actif de FTP de Gers, qui lui était commandé par Fernandez, si je me souviens bien son nom, qui était donc, alors lui, un républicain espagnol, qui était revenu et qui était venu donc commander Gers, et reconstituer Gers. Donc ils ont toujours mené des opérations solitaires. Or, il s'est trouvé une fois qu'à Planquivon, papa et son groupe, Planquivon, c'est une usine qui travaillait pour les Allemands dans la vallée de la mer. Papa avait programmé que ces hommes allaient démolir dans la nuit c'était au mois de juillet. Alors, combien de juillet, je ne sais pas. Ils devaient aller démolir tout le matériel de fabrication de l'usine de Planquivon. Mais le même jour, et sans le dire, les FTP avaient préparé la même chose. Et ils se sont retrouvés tous les deux groupes face à face dans l'usine de Planquivon, et ils ont failli se casser la figure mutuellement. Bon, ils se sont dit que c'était vraiment complètement idiot. Et donc ils ont accepté, par l'intermédiaire papa, sa nièce de rencontrer Mazéline, et donc au moins de se mettre au courant mutuellement, de façon à pas courir ces risques-là. Vous savez, quand il est arrivé à Alençon, c'était une période très très importante pour la libération de la Normandie, c'est-à-dire qu'à Alençon, qui a été pris sans se battre, puisque les Allemands avaient quitté Alençon quelques heures avant, donc il est rentré littéralement en pays libre. Mais alors il a eu plusieurs branches, parce que c'était vraiment un grand chef de guerre, et il a divisé son armée sur Carouge, sur Écouché, Écouché, Argentan, et puis alors une branche qui est partie pour libérer Paris. Mais donc il y a 3 branches qui se sont réparties sur la Normandie, et en particulier sur l'Orne, venant en particulier de la Mayenne. Et donc, il y a ces 3 branches-là se sont retrouvées à Montormel au moment où on a fermé la poche de Falaise. Et donc, cette route Leclerc, on refait les étapes de Leclerc, on comprend effectivement le génie que ça avait pu être, parce qu'il a pris les Allemands de façon tout à fait... il s'y attendait pas du tout. Il a été aidé d'ailleurs par la résistance, et en particulier AC,
notre chef de la résistance, André Mazeline, se trouvait assez et les a guidés pour rejoindre la route des bouchers. Et que, comme nous on était sur place à la résistance, on savait des emplacements où il y avait des canons anti-chars, etc. Les détourner, les contourner, et ils sont arrivés beaucoup plus vite et avec beaucoup moins de peur, dans la mesure où la résistance nous a aidés. Donc, si vous voulez, c'est la conjonction entre les forces françaises libres qui ont rejoint De Gaulle à Londres, et nous, qui pour des raisons diverses, sommes restés en France, parce qu'il fallait bien aussi qu'il en reste en France, mais on agissait par des moyens différents, mais pour un même idéal. Et dès que la possibilité s'est faite, eh bien, on s'est entraîné sur le sol de France. Mais on n'avait pas les mêmes moyens, mais tout à fait. Et eux, ils étaient en uniforme, et nous, on était plus que mal habillés, littéralement en haillons, selon les possibilités sur place. Mais ce qui nous animait, c'était libérer la France, c'était lui redonner ses vraies valeurs, la débarrasser du nazisme et de tout ce que ça comportait, de tout ce qu'on refusait, la loi du plus fort, la justice absolue, voilà, c'était tout ce qu'on refusait. Et que certains êtres soient désignés comme des êtres non dignes de vivre, qui n'ont pas vraiment le titre d'humain. Pourquoi? Et même s'ils ont une couleur ou des yeux différents, on s'en fiche, c'est des êtres humains à part entière.